Avant de commencer par introduire les paramètres sismiques, j'aimerais bien vous expliquer un peu comment on procède via les Eurocodes pour chercher ce qu'on appelle les forts tranchants à la base de la structure, qu'on appelle en fait FP. Donc comment on le cherche ce FP? D'après la formule SD de T1 par M par lambda. C'est quoi SD de T1? C'est l'ordonnée du spectre de calcul pour la période T1. On verra comment le chercher tout à l'heure. T1, c'est la période fondamentale de vibration du bâtiment pour le mouvement de translation dans la direction considérée. Il y a une formule en fait pour T1 qu'on va voir tout à l'heure. Elle est là. M, c'est la masse totale du bâtiment au-dessus des fondations ou du sommet d'un soubassement rigide calculé conformément à 3, 2, 4, 2. Bref, quand on dit masse, ça veut dire que pour chaque étage, on va devoir considérer un poids ou bien une masse qu'on peut venir dessiner comme ça. Et puis, vous voyez bien qu'on considère qu'un bâtiment, c'est une console qui est encastrée à sa base. Mais non, pour le H, comment on considère le H total du bâtiment? Tout dépend du jugement de l'ingénieur. Ça veut dire que si vous avez un bâtiment, par exemple, où vous avez plusieurs sous-sols, et que voilà le bâtiment avec plusieurs étages, comment on peut savoir si on a besoin de terminer la base comme étant ici, ou bien ici? Alors la réponse, si vous avez un sol qui est excellent, vous avez le droit de déterminer ou bien de considérer votre base ici. Ça veut dire qu'on considère que toute cette surface-là, toute cette partie-là est bien encastrée. Si jamais le sol n'est pas assez bon, alors là, il y a un jugement à faire. On peut à la limite considérer la présence de la base qui est entre les deux extrémités. Et puis si le sol est vraiment très très mauvais, alors là, on a intérêt à prendre la base comme étant le niveau des fondations. C'est le jugement de l'ingénieur qui rentre en jeu ici. Évidemment, plus on est vers le bas, plus ça va être sécuritaire, mais évidemment aussi on va avoir de très grands efforts à comparer avec une base qui est considérée ici, parce qu'on va avoir une console qui est beaucoup plus courte si je considère la base ici au lieu de là. Lambda, c'est le coefficient de correction dont la valeur est égale à 0,85 si T1 est plus petit que 2TC. Donc TC, c'est une période qu'on va déterminer d'après le spectre. C'est les Eurocodes qui nous les donnent et qui dépend en fait de la classe du sol. Ok? Ensuite, pour calculer T1, vous avez l'équation CT par H exposant 3 quarts. Donc CT, on le prend égal à 0,0425 dans le cas des portiques spatiaux en acier, à 0,075 dans le cas des portiques spatiaux en béton, et pour les triangulations excentrées en acier, et puis 0,0550 pour toutes les autres structures. Donc dans notre cas, on va considérer en premier la valeur de 0,0425, parce qu'on est dans le cas des portiques spatiaux en acier. H étant la hauteur du bâtiment, en mètres, depuis les fondations ou le sommet d'un soubassement rigide. Donc ce que je parlais ici, le H, comment on le considère? C'est depuis les fondations, si je veux être vraiment très sécuritaire, au cas où j'ai plusieurs sous-sols, ou bien au sommet d'un soubassement rigide, ça veut dire à une base que je considère assez rigide. Ça peut être ici, ça peut être aussi entre les deux extrêmes. Voilà. On avait dit que le TC dépend de la classe du sol. Vous avez un tableau dans les Eurocodes qui est en fait le tableau 3.1, qui vous donne en fait les classes de sol. Vous avez A par exemple, c'est un sol qui est très très bon, c'est un rocher ou autre formation géologique de ce type, comportant une couche superficielle d'au plus 5 mètres de matériaux moins résistants. B, dépôt raide de sable, C, dépôt profond de sable, D, dépôt de sol sans cohésion, E, profil de sol comprenant une couche superficielle d'alluvion, S1, dépôt composé. Donc, vous voyez, ça devient de pire en pire. Bref, vous avez en fait des valeurs. Comment on peut savoir quelle est la classe de notre sol? C'est grâce au VS30 ou bien du NSPT. Ça, c'est un test qui se fait côté géotechnique. On vous dit d'ailleurs, il convient de classer le site selon la valeur moyenne de la vitesse des ondes du saillement, qui est en fait le VS30, si elle est disponible. Et si elle n'est pas disponible, il convient d'utiliser la valeur des NSPT, normalement qui sont remises dans le rapport géotechnique. Et puis, on vous dit après que les valeurs de TB, TC et TD et du paramètre du sol S, qui décrivent la forme du spectre de réponse. Rappelez-vous, il y a plusieurs formes de spectre de réponse, d'accord? Donc, il y a des valeurs qui vont nous aider à déterminer la forme du spectre de réponse élastique, dépend de la classe de sol. Ça veut dire, j'ai en fait, si je connais la classe de mon sol, imaginons que j'ai un sol B, je connais que le S c'est 1.2, le TB c'est 0.15, 0.5, 2. Et normalement, les Eurocodes nous offrent deux types de spectres, le type 1 et le type 2.
c'est à vous de venir voir en fait quel est le type le plus sécuritaire pour vos calculs. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois on trouve donc la classe du sol et le TB, TC, TD et le T1 plutôt, pas le T, je vais venir comparer le T1, qui est en fait le T dans ces équations, aux valeurs qui sont données ici. Et une fois que je compare mon T1, je peux savoir quelle formule utiliser pour chercher le SD de T. C'est quoi le SD de T? Rappelez-vous, dans la première équation, pour chercher la valeur donc de l'effort tranchant sismique à la base, on doit chercher le SD de T1. Et donc voilà, j'obtiens ma réponse. Donc je peux avoir maintenant l'expression de mon STDT d'après la position de mon T1 à comparer avec le TB, TC, TD, etc. D'accord? Vous avez des paramètres dans les équations qui sont là. Le AG, le S, TC, TD. Donc S, TC, TD, on les connaît. Et le AG, on vous dit clairement que le AG, c'est l'accélération de calcul pour un sol de classe A. Et puis on prend normalement le AG qui est égal à gamma 1 par AGR. Donc, c'est quoi le gamma 1? C'est le coefficient d'importance. Ça veut dire, plus vous avez un coefficient, donc un bâtiment qui est d'une importance mineure pour la sécurité des personnes, c'est une catégorie qui est petite. Bâtiment courant n'appartenant pas aux autres catégories, catégorie 2. Bâtiment dont la résistance au séisme est importante, compte tenu des conséquences d'un effondrement par exemple, c'est la catégorie 3. Et bâtiment dont l'intégrité en cas de séisme est d'importance vitale pour la protection civile par exemple, alors là c'est 4. Il faudra classer notre bâtiment selon donc la catégorie d'importance. À quel point j'ai besoin que ce bâtiment reste debout lorsque le séisme va attaquer. Et puis, on voit ici que la valeur de gamma pour la catégorie d'importance 2, on la prend égale à 1. Donc, pour la catégorie 2, on prend égal à 1. Et pour les catégories 1, 3 et 4, on prend le 0,8. Donc, 0,8 c'est pour le 1. 0,2 c'est pour le 3. Et puis 1.4 c'est pour le 4. D'accord? Voilà. Donc voilà pour le AG. Et puis après, vous avez un bêta. Donc bêta qui figure aussi dans les formules ici. C'est une borne, si vous voulez, à ne pas dépasser. Et puis à ne pas, donc à respecter plutôt. C'est le coefficient correspondant à la limite inférieure du spectre de calcul horizontal. Normalement, on prend une valeur recommandée qui est égale à 0,2. Voilà. On a trouvé S de T. Si on continue, il nous faut encore la masse. Donc si je reviens un peu vers la formule qui est en haut, vous avez le M et vous avez le lambda aussi. Donc lambda, on sait qu'on va le prendre égal à 0,425 si T1 est plus petit que 2TC et égal à 1 autrement. Il nous reste encore le M, ça veut dire la masse complète du bâtiment. Comment on la cherche? C'est en respectant une combinaison qui est donnée par l'Eurocode qui est égale à ça. C'est la somme des charges permanentes plus somme des charges variables fois un coefficient psi-EI. Et le psi-EI, on vous le donne dans la partie 4 de 4, il est égal à phi psi de i. Donc, c'est quoi le phi? Le phi, on le cherche d'après le tableau 4.2. Et donc là, on a en fait les catégories de A à C. Ça dépend si on est en toit, étage à occupation corrélée, étage à occupation indépendante. On choisit le phi en fonction. Et sinon, on choisit phi égale à 1. D'accord? Et puis après, pour le phi 2, on prend, donc ça c'est le tableau de l'Eurocode 0. On prend, donc tout le reste c'est d'après l'Eurocode sismique, d'accord? Et puis le phi 2, on le prend, le psi 2 plutôt, on le prend d'après la troisième colonne du tableau A1. Et puis vous voyez bien que par exemple pour les habitations on prend un 0,3, pour les bureaux on prend un 0,3, pour les de réunion 0,6, pour les commerces 0,6, etc. Pour les charges dues au vent on prend 0. Pour les charges donc dues à la neige 0,2 si jamais vous êtes en Finlande, Norvège, Suède, etc. D'accord? Et puis après, il nous reste encore le coefficient Q de comportement. Normalement, vous avez aussi un tableau 6.2 qui en fait vous donne les valeurs limites, si vous voulez, pour le coefficient de comportement. D'accord? Et par exemple, si vous avez une ossature en portique, vous prenez un 4. Ossature avec triangulation à barre centrée, prenez un 4. Ou bien si entre toises en V, c'est 2. Ossature avec triangulation à barre excentrée, c'est un 4. Pendule inversée, c'est un 2. Structure avec noyau au mur en béton, etc. Donc on doit aller voir l'article 5. Donc il y a plusieurs références à aller respecter. Là, je suis venue vous mettre le résumé pour ne pas aller voir tout le code. Je suis venue mettre les parties qui sont les plus importantes pour vous montrer comment on cherche les paramètres
pour chercher, ce qui nous intéresse le plus, c'est chercher. Donc, vous voyez, il y a le Q qui figure ici, d'accord? C'est pour cela que je suis venue vous montrer c'est quoi le coefficient de comportement. Pour chercher le ST de T. Et puis, le ST de T, on va le mettre dans la formule du FB, qui est l'effort tranchant à la base de la structure. Donc, ST de T, on a vu comment le chercher. Le M, on le cherche d'après la combinaison. Et puis, le lambda, il est donné ici. Donc, voilà un petit récapitulatif de comment chercher l'effort tranchant à la base de la structure en se basant sur les eurocodes. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir le résultat sur notre modèle et on va le comparer manuellement à cette valeur qu'on doit faire donc à la main pour voir si les deux valeurs sont conformes ou non. Donc voilà pour cette leçon. On va terminer maintenant les paramètres sismiques dans notre modèle robot. Donc je vais cliquer sur Analyse, type d'analyse. Et vous voyez en fait qu'on a plusieurs combinaisons déjà générées d'après les leçons précédentes. Je vais aller en premier, supprimer les combinaisons. Donc, je vais cliquer sur Chargement, Tableau combinaison. Et puis là, je vais sélectionner toutes les combinaisons et cliquer sur Supprimer. Je vais cliquer sur Édition en fait, pour pouvoir faire n'importe quelle édition, voilà. Je vais aller cliquer sur Analyse maintenant. On peut aller cliquer sur Vue avant, évidemment. Et recliquer sur Analyse et Type d'analyse. Et puis là, je vais commencer par cliquer sur Nouveau. Donc, on va commencer par une analyse modale en premier. Je clique sur OK. Je vais mettre un nombre de modes qui est égal à 15. Je vais prendre approximativement, donc j'ai 5 étages, 3 fois 5. C'est un nombre forfaitaire comme ça, donc nombre de modes égal à 15. Le reste, je vais garder le tout tel quel. Vérification, donc paramètre, vérification du stub, donc activer cette option-là. Cliquez sur paramètres avancés. Je vais juste choisir ici algorithme, donc cette méthode-là, c'est plus recommandé. Et là, l'amortissement de 5%. Et je vais cliquer sur OK. Voilà en fait l'analyse modale qui a été créée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais recliquer sur Nouveau. Et on va choisir Sismique. Je vais choisir la méthode de force latérale. On peut aussi choisir la méthode sismique conventionnelle, d'accord? Mais moi, je vais choisir une méthode de force latérale équivalente. OK. Donc, je vais mettre le recode ici, évidemment. Je vais choisir toutes les directions. L'excentrement, je vais le garder de 5%. S'il y a un excentrement pour une torsion qui pourra se développer. Si on vient cliquer sur paramètres de l'analyse sismique, alors ici, on a le CT. Rappelez-vous le CT, comment on le prend. Donc, si vous avez les équations de l'Eurocode, on avait le CT qui figurait ici. Et nous, dans notre cas, on doit prendre un 0,085 dans le cas des portiques spatiaux. Donc, je reviens ici. Je vais mettre ici un 0,085. Et là aussi. Ensuite, pour le AG, dans notre région, c'est 2,5. Pour le Q, je vais le prendre égal à 4. Pourquoi? Parce que si vous revenez au tableau qu'on a vu ici, donc on est dans ce cas-là, je vais prendre le Q qui est égal à 4. Donc 4. Et pour le bêta, c'est un 0,2. Je vais le garder tel quel parce que rappelez-vous, on avait déjà aussi vu et le bêta ici. Et puis la valeur recommandée, c'est le 0,2. Voilà. Je vais prendre un sol moyen et puis type de spectre 1. Je vais cliquer sur OK. Étendue de la charge sismique, je vais garder le tout tel quel, donc base de l'étage inférieur, OK. Direction et combinaison, donc on peut garder aussi XY, et puis le reste, on peut ne pas cocher sur quoi que ce soit pour le moment. On est en train d'utiliser la méthode des forces latérales, d'accord? Voilà. Et puis, je vais cliquer sur OK. Et là, on attend la génération des cas. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs cas qui ont été générés. Je vous conseille de venir supprimer les cas où vous avez les deux x, donc excentricité x et direction selon x, ça sert à rien. Et puis, pareil pour celle-là. Donc, je vais cliquer sur supprimer déjà. Et puis, ce cas aussi, on peut le supprimer. Et puis, le cas avec y aussi. Donc, y avec y, ça sert à rien. Et puis,
Y, celui-là aussi, le 15, ça sert à rien. Donc au final, on a en fait X et Y sans excentricité. Et puis après, si on a un excentrement selon X, on a intérêt à calculer le tout selon la direction Y, que ce soit avec X- ou X+. Et puis pareil, pour Y-, on a intérêt à faire le calcul selon X. Et puis pareil pour Y+. D'accord? Donc voilà en fait les cas qui ont été générés. Ce qui nous reste encore à faire sont les masses. Donc rappelez-vous, pour les masses, on est allé voir en fait la combinaison à considérer. Donc c'est la somme des charges permanentes plus un facteur fois la somme des charges variables fois un facteur. Et ce facteur-là, on le cherche d'après l'équation qui est là, dans laquelle on a en fait le phi et le psi 2. Le phi, on le prendra égal à 1 dans notre cas. Et puis le psi, on doit aller chercher la valeur ici. Donc si je reviens ici, je vais cliquer sur convertir les cas. Je vais cliquer sur le SDL en premier. OK. Je vais mettre le coefficient 1, ajouter. Parce que pour les charges permanentes, on met un coefficient 1. Je reclique ici. Je vais choisir le LL. Fermer. Et puis là, je vais mettre un coefficient de 0,3. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que c'est un 0,3. On est dans le cas des habitations et zones résidentielles. Donc voilà, je vais cliquer sur ajouter. Et pour le poids propre, il est déjà pris en compte par défaut. Donc on n'a pas à venir l'ajouter ici. D'accord? Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, type d'analyse, c'est fait. Puis voilà, si vous venez sur nouveau pour s'assurer que vraiment on a pris le poids propre, vous avez ici négligé la densité, on ne l'a pas coché, donc ça veut dire que le poids propre est vraiment pris en compte. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, vous n'avez qu'à cliquer sur fermer. Une dernière chose avant de lancer le calcul, vous devez aller sur outils, préférences de la tâche, et je vous conseille dans la liste de la structure de cocher la méthode algorithme DSC. C'est recommandé. OK? Et puis voilà, normalement, on est prêt pour lancer le calcul. Si maintenant, on vient contrôler les résultats manuellement, pour voir un peu est-ce qu'on va obtenir donc l'effort tranchant sismique à la base qui est pareil comme le calcul remis par robot. Donc, je vais commencer par introduire la masse. Donc, la masse de notre bâtiment. Pour avoir la masse, on peut aller au niveau du modèle, cliquer sur Analyse, note de calcul simplifiée. Et puis, normalement, vous avez la masse qui est là. Donc, je peux la prendre telle qu'elle. CTRL-C. Je reviens au niveau de ma feuille Excel et je mets la valeur. OK. Le CT, on l'avait pris égal à 0,85. 0,085. Le H, c'est la hauteur du bâtiment. Donc, dans notre cas, je vais fermer ça. Attendez. Dans notre cas, donc c'est un 16 mètres. Donc, je reviens ici. Donc, c'est un 16. Automatiquement, j'ai fait en sorte que le T1 soit calculé. Donc, c'est tout simplement la formule qu'on avait vue dans le code. Donc, pour la recherche du T1, c'est le CT par H exposant 3/4. Et puis après, si on continue, on a le bêta, on l'a pris égal à 0,2, on avait dit. Le Q, c'était un 4. Le AG, c'était un 2,5. Et le STB, TC, TD, donc si on revient ici, on avait en fait pour le type 1, on avait pris le sol B. Donc le S, c'est 1,2. TB, 0,15. TC, 0,5 et 2. Donc 1,2, 0,15, 0,5 et 2. Donc 1,2, 0,15, 0,5 et 2. Voilà. Voilà en fait mes valeurs. Ensuite, pour le lambda, on avait dit dans le code que le lambda, si jamais on a un T1 qui est plus petit que 2 TC, alors on prend le lambda qui est égal à 0,85. Est-ce que c'est le cas dans notre calcul? Donc le T1, on l'obtient égal à 0,68. Le TC, c'est 0,5. Donc est-ce que le T1 est plus petit que 2 TC? Oui. Donc on prend un 0,85. Et finalement, le SD, comment on l'a cherché? Donc si vous revenez encore une fois au code, une fois on trouve tout ce qu'il nous faut en termes de paramètres, vous avez les formules ici à respecter pour la recherche du SD. Donc, nous on a le T qui est en fait compris, monté, le 0,68, il est compris entre le TC et le TD. Si je reviens ici, donc c'est en fait cette équation qui m'intéresse. Le AG je l'ai, le S je l'ai, 2,5 sur Q c'est un 4, le TC je l'ai et le T c'est le T1. Donc c'est en fait la formule que je suis venu mettre ici. J'obtiens 1,37 qui doit respecter, soit ça doit être plus grand que bêta AG. Le bêta c'était un 0,2 et puis le AG c'est un 2,5. Et donc je contrôle ça, c'est bon. Et puis finalement le F c'est quoi?
vous avez la formule initiale qu'on avait commencé avec. C'était le SD T1 par M par lambda. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, si vous revenez ici, donc c'est le SD, donc ça c'est le M, le C2. Le SD c'est le bleu, c'est le C16 et le C14 c'est le lambda. Et puis voilà, j'obtiens une valeur de 3018 kN qui est en fait l'effort tranchant sismique à la base de notre bâtiment. Si je veux contrôler est-ce que c'est bien le cas dans mon calcul, je reviens au modèle, je vais aller cliquer sur analyse, note de calcul complète. Donc vous avez ici les cas. Donc les cas 2, cas 3, il y a des détails partout. Moi, je m'intéresse particulièrement au cas sismique, modal, ok. Voilà, si on commence avec le cas 8, vous avez ici le AG, très bien, le S, comme on l'avait introduit, le 02, le TB 015, 05 et 2. Et vous avez la période, c'était le 068, comme je l'ai obtenu moi-même ici. Donc voilà mon 068, donc tout est bon jusqu'à présent. Et puis, après, vous avez le CT 0,085, comme je l'ai adopté aussi. Étage 1 jusqu'à étage 5, H c'est 16, et vous voyez le 1.38 que j'ai obtenu aussi d'après ma note de calcul, voilà, il est là, et puis si je continue, qu'est-ce qu'il me reste encore? La masse, on l'avait pris, le lambda c'est 0,85, comme on l'avait aussi adopté, donc regardez bien, 0,85, et finalement, on regarde que l'effort tranchant obtenu, c'est bel et bien le 3018, comme on l'a obtenu aussi dans notre calcul qui est là. Donc, voyez bien que lorsque vous suivez exactement les paramètres comme indiqué dans le code et que vous introduisez dans le modèle robot, vous allez avoir la même valeur au final. Et c'est une très bonne façon de contrôler que tout va bien. Après tout, on est des ingénieurs, on utilise en fait le logiciel, mais c'est aussi très important de bien savoir gérer et d'avoir une bonne maîtrise des résultats obtenus que le logiciel nous donne. Et non pas uniquement accepter sans aller vérifier un petit peu la valeur qu'on est supposé obtenir si jamais on avait introduit ces paramètres-là dans le modèle. Donc voilà.